Bienvenue dans ce cours sur Descartes et la naissance de la philosophie moderne. Nous allons d'abord étudier sa vie. C'est en cernant la vie d'un personnage que nous pouvons comprendre aussi ce qui l'a amené à concevoir une philosophie de telle manière ou d'une autre. Descartes est né le 31 mars 1596 à La Haye, actuellement La Haye-Descartes. C'était un notable, il était né dans une famille de notables et son père était conseiller au Parlement de Bretagne. Descartes est un personnage qui est incarné dans son temps. Le XVIIe siècle est né en 1617 avec l'assassinat d'Henri IV et se termine avec la mort de Louis XIV en 1715. C'est ainsi qu'il est convenu de le cerner dans l'histoire. C'est un siècle de révolution, de changement, de découverte. Ce siècle est surtout marqué par la guerre de 30 ans, par la lutte du pouvoir contre les protestants, notamment avec Richelieu et Louis XIII. C'est le siècle de la révolution dans les sciences, par Kepler, Galilée, Newton et consorts. C'est également l'époque de Racine, de Corneille, de Molière et de Shakespeare, lorsqu'il s'agit de traiter de théâtre, de comédie et de littérature. Descartes entra à 8 ans au collège des Jésuites de la Flèche. Il y fit ses humanités, il étudia les sciences, la philosophie scolastique. Par scolastique, il faut bien entendre la philosophie telle qu'elle était enseignée dans les écoles des Jésuites. Ce n'est pas forcément la philosophie d'un Thomas d'Aquin, par exemple, qui était très aristotélicien. À l'époque, c'est plutôt une philosophie qui mélangeait le platonisme et l'aristotélisme qui était enseignée en tant que philosophie et théologie scolastique, car les deux n'étaient pas séparés par une ligne de démarcation vraiment visible. C'est dans ce collège que Descartes conçoit une piété solide qu'il conservera toute sa vie. Il restera un fervent catholique et on verra par la suite qu'il scindera en deux parties sa pensée, l'une qu'il conservera dans une partie comme intacte, qui est la religion, et une autre qui est son travail rationnel, qui pourra parfois rentrer en conflit avec, mais selon lui, il n'y a pas de paradoxe, puisque la religion est une chose, la pensée et la philosophie en est une autre. En 1616, il obtient son baccalauréat et une licence de droit civil et canonique à Poitiers. Un événement décisif dans sa vie l'entraîna sur les voies de la science et de la philosophie. La légende raconte, car c'est une légende, que lorsque Descartes revint du couronnement de Ferdinand II de Habsbourg, il eut 3 songes qui l'éclairèrent sur sa destinée. Il développa à partir de là ses réflexions mathématiques, une idée d'une mathématique universelle. Il définit également certaines lois physiques, notamment la loi de la réflexion, qu'on utilise pour fabriquer les verres de lunettes. En 1622-23, Descartes fait le vœu de faire un pèlerinage à Lorette pour remercier le ciel de ce don, de cette mission qu'il s'est senti de concevoir une mathématique universelle, et aussi pour remercier de ces grâces de lumière qu'il a obtenues dans sa raison, notamment en découvrant certaines lois physiques très utiles pour l'humanité. En 1626-28, Descartes est à Paris, où il dispute avec la haute société. C'était un notable, nous l'avons vu, et il fréquentera les salons, notamment celui du cardinal de Bérulle, qui est impressionné par son génie et lui fait une obligation de conscience de mettre par écrit sa philosophie. C'est donc un ecclésiastique qui va pousser Descartes à poser sur le papier sa philosophie. En 1628, jusqu'à 1949, il part trouver paix et liberté en Hollande. Descartes n'est pas un va-t-en-guerre, n'est pas un guerrier ni un révolutionnaire, c'est un intellectuel. Il aime presque plus la paix et la tranquillité que le combat des idées. Il compose un premier traité de méthode, Regulae ad directionem ingenii, qui contient en germe tout le cartésianisme que nous allons exposer. Voici ses principaux travaux. En 1629, il écrit un traité du monde qu'il décide de ne pas publier suite à la condamnation de Galilée en 1633. Ce traité du monde était plus un traité astronomico-mathématique qu'un traité de philosophie. Chez Descartes, les deux choses ne sont pas forcément séparées, puisque son idée première est de concevoir une mathématique universelle, un schéma de réflexion rationnelle fondé sur les mathématiques, sur les lois mathématiques et sur leurs exigences. Il écrit ensuite 3 petits traités de mathématiques et de physique, le dioptrique, les météores et la géométrie. En 1636, le projet d'une science universelle qui puisse élever notre nature à son plus haut degré de perfection
changera de nom et deviendra le fameux discours de la méthode pour bien conduire sa raison et chercher la vérité dans les sciences. En 1639 à 40, les méditations métaphysiques sont écrites. Meditationes de prime philosophia in que existentia Dei et immortale anime demonstratur. Quant à sa vie privée, en Hollande, il vit retiré et consacre très peu d'heures au travail intellectuel, contrairement à ce que l'on pourrait croire. Il se félicite d'ailleurs de dormir plus de 10 heures par nuit. Il se livre à diverses expériences sur son temps libre. Vous direz, il n'a que du temps libre, puisque c'est un penseur notable qui n'a rien d'autre à faire que d'écrire des livres et de se balader dans son jardin. Oui, mais en plus, lui, il est très curieux. Il va chez un boucher qui habite à côté de son château, de sa maison. Et pendant que le boucher coupe les pièces de viande, lui, il récupère les restes, notamment tout ce qui est les abats, etc. Et va se livrer à des expériences pour sa propre gouverne sur les animaux que le boucher lui laisse. Il entretient une aventure avec une servante de sa maison, de laquelle il aura une fille. Celle-ci meurt malheureusement en bas âge en 1640. Je ne pense pas qu'on connaisse d'autres histoires d'amour autour de Descartes, qui est resté un célibataire un peu cloîtré chez lui dans sa philosophie. En 1649, il est invité par la cour de Suède. À l'époque, les cours des rois et des grands aimaient s'entourer de grands penseurs et de grands intellectuels, alors qu'en fait, c'était plutôt pour les... Lorsqu'ils étaient conviés à y aller, ils se sentaient à moitié obligés d'y aller, parce que forcément, ça passait plutôt mal de ne pas y aller. Mais d'un autre côté, une fois que le penseur était à la cour, obligé d'assister au lever du roi, au lever de la princesse, etc., de se lever à 5 heures du matin pour y assister, d'être juste à la cour comme un piquet parmi d'autres courtisans, les intellectuels étaient un peu bloqués dans leurs travaux et dans leur vie. Et voilà pourquoi Descartes a mis plusieurs mois avant de répondre favorablement à la cour de Suède. D'ailleurs, il meurt 5 mois plus tard, le 11 février 1650, d'une pneumonie qu'il a contractée en Suède. On peut penser que s'il n'avait jamais été invité à la cour, il aurait vécu un peu plus longtemps. Quelle est sa personnalité ? Descartes est un génie en mathématiques, nul ne peut le mettre en doute. Il réforme l'algèbre, il établit une théorie générale des équations, il fonde la géométrie analytique. Vous savez, les exercices que vous avez tous fait au collège et au lycée, qu'il s'agit de traduire une équation en graphique. Et ben c'est lui qui a, entre guillemets, inventé ce théorème mathématique. Il découvre en physique la loi de la réfraction. En physiologie, il redécouvre pour son compte la circulation du sang, notamment grâce aux expériences qu'il menait sur les animaux du boucher. En philosophie, la partie qui nous intéresse bien sûr, il s'inspire de l'augustinisme et de la scolastique, son idée neuve résidant dans une mathématique universelle. Descartes, comme nous allons le voir, malgré le fait qu'il souhaite réformer la pensée rationnelle et l'approche philosophique du monde, va forcément ressentir une influence de l'enseignement qu'il aura reçu durant sa jeunesse, notamment un certain augustinisme et une façon scolastique de voir les choses.